désastre du grand bond en avant. Quand Mao est venu au pouvoir, une grande partie du peuple chinois vivait dans la pauvreté. Dans les champs de riz, ils travaillaient dans des conditions difficiles et ils n'arrivaient à produire que pour pouvoir se nourrir. Mais au moins, ils arrivaient à manger. Quant au programme économique du grand bond en avant que Mao a fait débuter en 1958, il allait entraîner toute la Chine vers une grande catastrophe. On fit commencer le grand bond en avant avec le slogan qui promettait de doubler la production industrielle et agricole en Chine. Dans les posters de propagande, on expliquait comment les produits de la Chine allaient rendre jaloux les pays occidentaux. Mao était décrit comme un dirigeant qui va résoudre tous les problèmes en appliquant l'idéologie communiste à la société. Pour cela, l'agriculture fut d'abord collectivisée, la production individuelle fut interdite, tous les paysans furent rassemblés dans des communes gigantesques composées de milliers de personnes et dans une discipline militaire, ils furent forcés à la production collective. Mao visitait fréquemment les champs et il inspectait les paysans. Dans la même période, le Parti communiste a commencé une campagne visant à nettoyer tout le pays des animaux nuisibles. Quant à l'animal le moins désiré, c'étaient les moineaux, pour lesquels on pensait qu'ils nuisaient aux récoltes. Dans tout le pays, une grande chasse aux moineaux a été organisée. Avec des lance-pierres, des pierres et des fusils, des centaines de milliers de Chinois se sont mis à tuer les moineaux. Ceux qui apportaient des corps de moineaux en grand nombre étaient applaudis en tant que communistes exemplaires. Mais cette campagne étrange a donné un résultat auquel le Parti communiste n'a aucunement pu penser. La diminution de la population des moineaux à un niveau pratiquement nul fut la cause de la reproduction rapide des petits insectes que les moineaux chassaient, et ceux-ci firent subir beaucoup plus de dommages aux récoltes. En 1958, des compétitions intercommunales furent organisées. On pesait la quantité de récoltes données par chaque commune et celles qui en donnaient plus étaient montrées comme des exemples. Chaque commune prêtait serment pour atteindre des quotas encore plus élevés. Dans la moisson d'après, elles ont déclaré que toutes ont largement rempli leurs quotas. Mais les chiffres donnés étaient faux. Chaque commune faisait de l'imposture pour pouvoir se montrer comme celle qui a produit le plus. Certaines ont même essayé de donner l'apparence d'avoir rempli le quota en plantant à nouveau les moissons récoltées sur les champs d'inspection. Ce système communal fut la raison de fausses statistiques, et ceci a donné naissance à une très grande erreur. Le Parti communiste a déclaré que la Chine possède des stocks de céréales et de riz bien plus que ce qui est nécessaire, et que dans la période à venir, il faut se concentrer sur d'autres travaux. Pour cette raison, des dizaines de milliers de paysans se sont retirés des champs et ont été entraînés dans la construction d'un canal gigantesque. Dans les films de propagande, les paysans présentés dans une grande joie et motivation ont en vérité, sous peu de temps, subi un effondrement moral et physique.
des dizaines de milliers de personnes qu'on faisait travailler dans des conditions d'insécurité ont perdu leur vie dans des accidents du travail. Le Parti communiste avait fait un calcul grossier en disant que chaque ouvrier va creuser 1 mètre de canal et le projet sera fini sous 3 mois. Or, finir le canal allait durer plus de 10 ans. Lors du grand bond en avant, les horaires de travail des ouvriers dans les usines furent multipliés par 2 et on commença à faire fonctionner les machines de manière à ce qu'elles ne s'arrêtent jamais. Mais les machines qu'on n'autorisait pas à arrêter, y compris pour les réparations et l'entretien, ont commencé à tomber en panne peu de temps après. Les usines furent délabrées. Dans la même période, Mao a exposé un autre objectif du grand bond en avant. En 1 an, la production d'acier allait exactement être multipliée par 2. Et cette production n'allait pas seulement être faite dans des complexes de l'industrie lourde, mais en même temps dans les petits fours des paysans. En tant que nécessité de l'idéologie communiste, Mao croyait que la force des bras des prolétaires avait pour ainsi dire un effet magique. Avec cette décision, des dizaines de millions de Chinois furent mobilisés pour produire de l'acier avec des procédés amateurs. Des marteaux de porte jusqu'aux casseroles, ils ont essayé de produire de l'acier en faisant fondre dans les fours primitifs toutes sortes d'objets métalliques qu'ils trouvaient. Les femmes coupaient leurs cheveux et les mélangeaient à la boue des fours. Les forêts furent saccagées pour fournir du bois à ces fours primitifs. Les gens qui vivaient dans les villes, par exemple, même les docteurs, en dehors de leurs horaires de travail, participaient à la production d'acier qui était considéré comme un devoir national. Mais toute cette campagne était faite de manière très insensée. Les Chinois produisaient seulement de l'acier et non un quelconque instrument utile. Qui plus est, l'acier produit manquait tellement de qualité qu'il ne servait absolument à rien. Les dimensions du désastre apparurent en 1959. Alors qu'on exilait les paysans pour la production d'acier ou la construction de canaux, on s'était désintéressé de l'agriculture. Les faux chiffres de production montraient des excédents de récolte, mais dans la réalité, il y avait un grand vide de récolte. Sous quelques mois, une grande famine a pointé du nez. La sécheresse a rendu la situation encore plus mauvaise, et en 1960, la famine la plus effroyable de l'histoire du monde a éclaté. En 2 ans, environ 40 millions de personnes ont rendu l'âme en se tordant de faim. Le grand bond en avant de Mao s'était transformé en grande catastrophe. Tout au long du film, nous avons examiné à quel point le communisme est une idéologie cruelle et tyrannique. Seulement, une autre réalité que nous devons préciser est que les régimes communistes, au regard de leurs déclarations opportunes, pensent et se comportent de manière extrêmement insensée. Le soi-disant projet de développement que Mao a désigné sous l'appellation de Grand Bond en avant en est un exemple flagrant. Le Grand Bond en avant montre que les moules opaques de l'idéologie communiste ne s'adaptent en aucune façon à la vraie vie, que les théories des théoriciens communistes comme Marx, Lénine ou Mao
présentées comme des réflexions très scientifiques et sensées, sont des absurdités. Les communistes ont cru à une idéologie erronée, et en essayant d'appliquer de force cette idéologie à la société, ils ont entraîné l'humanité dans de grandes catastrophes. Le fait que le communisme établisse un système si irrationnel est en même temps une manifestation du verset du Coran dans lequel Allah nous informe concernant les négateurs. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point. Lors de la période du grand bond en avant, les politiques absurdes du Parti communiste n'étaient pas l'unique raison de la famine. Mao et ses partisans avaient en même temps considéré la famine comme un procédé de punition. Les régions qui subirent le plus de dommages à cause de la famine étaient les villes et les campagnes qui ne se montraient pas suffisamment obéissantes au régime communiste. Le Parti communiste a fait intentionnellement ramasser les récoltes dans ces régions. Tout comme ce fut le cas dans la Russie de Staline, il les a gardées dans des dépôts et en connaissance de cause, il avait condamné les paysans à la mort. Quant à la raison pour que les communistes chinois puissent être cruels à ce point, c'était une conséquence de leur regard sur l'humanité. Tout comme Lénine ou Staline, Mao aussi considère les êtres humains comme un troupeau d'animaux et il ne leur avait donné aucune valeur. C'était la conséquence naturelle de la philosophie darwiniste qu'il avait assimilée dès ses années de jeunesse. Ainsi, Mao, en disant que la base du socialisme chinois repose sur Darwin et la théorie de l'évolution, exprimait ouvertement le support de la cruauté pratiquée. Cette philosophie darwiniste de Mao est expliquée ainsi par James Reeve Pusey, un historien de l'université de Harvard. Les idées de Mao étaient un fort mélange de l'ironie darwiniste et des antagonismes. En 1964, il avait proféré des menaces en disant « Tous les vils animaux vont être anéantis ». Avec cela, il rendait inhumains ses ennemis. Il considérait ceux qui réagissaient à la révolution comme des échecs évolutionnaires et il pensait qu'ils méritaient que leur race s'éteigne. Selon Mao, les ennemis du peuple, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas communistes ainsi que les religieux, n'étaient pas des êtres humains et ne méritaient pas d'être traités en tant qu'êtres humains. Les Turcs ouïghours musulmans, qui vivaient dans le Turkestan oriental sous occupation chinoise, venaient en tête de ceux qui subirent l'oppression de Mao. Avec sa politique de génocide à long terme menée au Turkestan oriental, le régime communiste a cruellement massacré des millions de personnes innocentes. À la suite d'essais nucléaires réalisés intentionnellement dans cette région, des dizaines de milliers d'enfants furent handicapés. Cette politique de génocide, que les institutions internationales ont également constatée, se poursuit de nos jours avec toute sa cruauté.